ces finesses technologiques. On va continuer donc avec la présentation de Nicolas Melvaux, et on finira ensuite avec Bernard Brune donc sur la microcirculation et les micro-coronaires. Donc Nicolas, peut-être si tu peux nous parler des stènes bioactifs dans le syndrome coronarien aigu. Bien sûr, merci. Donc, j'espère ne pas refaire de faux débats comme tout à l'heure. Donc, quand on parle de stènes bioactifs, de quoi parle-t-on? Très schématiquement, on a, vous savez, un stent conventionnel BMS peut devenir un stent bioactif ou un stent actif simplement, et qu'on est en mesure de développer un revêtement avec différents matériaux susceptibles de limiter la prolifération néo-intimale et ce faisant de limiter la rosténose. Alors vous avez sur cette diapositive différents types de coatings. Alors celui que vous connaissez le plus, c'est le coating biologique avec polymères et substances antiprolifératives. Vous avez des coatings cellulaires et d'autres inorganiques qui correspondent justement à ces stènes bioactifs qui ont un revêtement inerte, en particulier les stènes avec un revêtement à l'oxynitrure de titane dont les propriétés aujourd'hui sont bien établies en termes de réduction de l'inflammation, de l'agression plaquettaire, de la croissance cytodineuse, du processus thrombotique, accélération de la rénotabilisation et inhibition de la prolifération des cellules musculaires lisses. Alors la société Exacat, eh bien, son siège est à Paris, mais l'usine est dans une petite ville du Haut-Doubs que vous avez sur cette diapositive et cette image. C'est sans doute pour ça que je suis originaire de l'étape et qu'on m'a demandé de faire le topo. C'est une petite ville qui est aussi la capitale de l'horlogerie et des microtechniques. On a un certain nombre de données concernant les performances de ce stent à l'oxynitrure de titane, et les premières données remontent à une quinzaine d'années. Elles ont été conduites dans des essais randomisés chez des patients qui avaient de l'angor stable ou instable. Et on sait à partir de ces données que comparé à un stent nu BMS conventionnel, eh bien le stent Titan Optimax est associé à une réduction de 40% de la prolifération néo-intimale, encore une fois par rapport à un BMS, et ceci mesuré à partir du weight loss à 6 mois. Et puis on a des résultats plus récemment publiés de l'étude TIDE dans un contexte là encore de patients avec angor stable ou instable, et dont les résultats montrent qu'à 5 ans, les patients qui ont fait l'objet de l'implantation d'un stent Titan Optimax ont un taux d'événements cliniques cardiovasculaires graves qui est tout à fait superposable à ceux de l'autre groupe de randomisation qui recevait un stent actif au sotarolinus, l'NDAVOR pour ne pas le noter. Dans les syndromes coronariens aigus, on dispose maintenant de 3 essais randomisés qui permettent d'avoir des données, vous allez voir, qui sont très homogènes. L'étude TITAX-EMAL, qui a randomisé un peu plus de 400 patients, et qui a comparé le Titan Optimax, donc à l'oxynitrure de titane, au stent Taxus, avec, vous le voyez, une réduction de 35% des événements cliniques cardiovasculaires graves, les MACE, et en particulier une réduction significative dans le groupe des patients ayant reçu le stent Titan, des infarctus, des décès cardiaques et des thromboses de stent. Ces résultats ont été en partie confirmés par l'étude BASE-ACS qui a été conduite un petit peu plus tard, qui a randomisé un petit peu plus de patients, 827 patients, le stent Titan à l'oxynitrure de titane versus cette fois-ci un deuxième type de stent actif à l'électrolymus, cette fois-ci le Xience. Et l'objectif principal de l'étude est un objectif de non-infériorité portant sur les événements cliniques cardiovasculaires graves, infarctus, TLR et décès cardiaques à 12 mois. Et vous voyez que sur ce critère de non-infériorité, le critère de non-infériorité est atteint et que le stent Titan fait jeu égal avec le Xience dans cette indication-là, avec un signal qu'on retrouve en faveur de moins d'infarctus du myocarde dans le groupe des patients ayant fait l'objet d'une angioplastie avec le stent Titan Optimax. Et à 5 ans, ces résultats sont pérennes, puisque vous voyez que le critère de non-infériorité est maintenu et qu'on retrouve ce signal significatif de réduction du taux des infarctus du myocarde dans le groupe des patients ayant été traités avec un stent Titan Optimax. Et puis cette année, ont été publiés les résultats qu'on attendait de l'étude TIMES-ACS, une étude de plus grande ampleur, 1500 patients, une randomisation, encore une fois, du stent Titan Optimax versus
un troisième stent actif, le stent Synergie à l'épaule-linus, et une randomisation 2 pour 1 dans une étude ouverte avec 2 critères de jugement principaux. Le premier est un critère, un endpoint de non-infériorité qui porte sur les événements cliniques cardiovasculaires, décès cardiaque, infarctus, TLR à 12 mois. Et le deuxième, un endpoint de supériorité, cette fois, du critère combiné associant décès cardiaque, infarctus, complications hémorragiques majeures à l'échéance de 18 mois. L'intérêt d'avoir choisi comme groupe contrôle le stent Synergie, eh bien, c'est que l'épaisseur des mailles du stent Synergie et du stent Optimax est la même, 75 microns, ce qui favorise ou améliore la comparabilité des deux groupes. Les résultats concernant les critères, le premier critère de jugement principal, vous l'avez sous les yeux, la non-infériorité du stent Titan Optimax versus le stent Synergie a été validé dans cette étude-là. Vous voyez qu'à l'échéance de 12 mois, le nombre et le taux d'événements cardiovasculaires graves, décès cardiaques, infarctus et TLR est identique. Et si l'on focus un petit peu sur chacun des critères composant le critère principal, vous voyez qu'on a 2 signaux. Le premier qui est une confirmation, on a significativement moins d'infarctus, significativement moins de décès cardiaques dans le groupe des patients traités avec le stent Optimax, et un signal en faveur d'un petit peu plus de TLR, de revascularisation, même si le seuil de significativité statistique n'est pas atteint dans ce même groupe de patients traités par Optimax comparé au stent Synergie. La réduction des infarctus est liée à une réduction statistiquement significative des thromboses de stent. Et si maintenant on s'intéresse au deuxième critère de jugement principal, l'autre co-primary endpoint, qui est un critère de supériorité, vous voyez que sur le critère combiné décès cardiaque, infarctus et complications hémorragiques majeures à 18 mois, il y a 2 fois moins d'événements dans le groupe des patients traités avec le stent Titan Optimax comparé au groupe des patients traités avec le stent Synergie à l'épaule-linus. Alors là encore, si on focus un petit peu sur les différents composants de ce critère combiné, là, vous voyez qu'à 18 mois, on a effectivement moins d'infarctus, on a effectivement moins de décès cardiaques, aucun impact sur les complications hémorragiques et une tendance qui reste non significative et qui se réduit d'ailleurs à 18 mois en faveur d'un petit peu plus de revascularisation dans le groupe des patients traités avec le stent Optimax. Si l'on met en perspective ces 3 études, on a environ 3000 patients qui ont été randomisés avec le stent Titan Optimax comparé à 3 générations différentes de stents actifs, dont les plus récentes, avec des résultats qui sont homogènes, très clairement homogènes, et qui montrent qu'effectivement, on peut considérer que ce stent bioactif fait jeu égal, en tout cas se montre non inférieur à 3 générations de stents actifs dans le cadre de la prise en charge des patients avec syndrome coronarien aigu sur des critères cardiovasculaires durs, puisqu'on a l'infarctus, la mortalité cardiaque et le TLR, et qu'on a de toute évidence un profil sécuritaire supérieur avec moins de thrombose de stent, moins d'infarctus et moins de décès cardiaque. Alors pour la petite histoire de mon topo, j'ai regardé un petit peu quels étaient les chiffres dans notre série byzantine. On en a malheureusement 165 patients et je vous demande de prendre ces chiffres avec beaucoup de précautions. Majoritairement des syndromes coronariens aigus, à peu près 80% des cas. Et les résultats, vous les avez sous les yeux, encore une fois, à prendre beaucoup de précautions. On va dire que dans la vie réelle, et à Besançon, il n'y en a pas de signal qui laisserait penser que les choses soient différentes par rapport aux essais randomisés, puisque vous voyez, le taux d'événements cliniques est relativement bas. Pour conclure, eh bien, on a un certain nombre de données cliniques issues d'essais randomisés aujourd'hui qui permettent de dire que le stent Optimax biologiquement actif comparé à 3 générations de stents actifs dans le cadre des patients pris en charge pour un syndrome coronarien aigu se révèle non inférieur à ces stents de dernière génération en termes d'événements cliniques à 12 mois et 5 ans et qui présente probablement un profil de sécurité supérieur en termes d'infarctus, de thrombose de stent et de mortalité cardiaque. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas.
Nicolas, c'est des questions dans la salle. J'aurais une question, Nicolas. Peut-être qu'après Marie va parler ou demander une. Juste, est-ce qu'avec ce profil de sécurité dont tu nous as parlé, est-ce que ça veut dire que dans les syndromes coronariens aigus, tu peux réduire la durée de la double antiagression plaquettaire? Alors, je ne sais pas si c'est 1 mois, si c'est à 3 mois, mais est-ce que il y a des études aussi sur l'OCT qui ont montré la réutilisation très rapide avec ce stent bioactif? Quel est ton avis de la pratique? Alors, on n'a pas de conduite d'avenir qui soit définie et validée par rapport à cette stratégie de bithérapie intégrée en plaquettaire, d'autant plus que je vous rappelle que les dernières recommandations de la Société européenne précisent quand même qu'il convient de maintenir cette bithérapie en post-SCA pour une durée plus importante. Mais l'intérêt, c'est qu'on a tous des patients chez lesquels se pose la question de raccourcir cette bithérapie intégrée en plaquettaire parce qu'ils ont un profil de risque hémorragique très important ou parce que simplement ils doivent être opérés d'une chirurgie quelconque majeure ou pas dans les semaines ou les mois qui suivent. Je pense que ce sont d'excellents candidats à cette stratégie-là, puisque les études OCT ont démontré qu'on avait une réembolialisation pratiquement complète en l'espace de 2 semaines, ce qui laisse quand même pointer des espoirs importants sur la possibilité, effectivement, de réduire la durée de la bithérapie intégrée en plaquettaire. Dans les études que je vous ai présentées, les durées d'intégrée en plaquettaire étaient les mêmes d'une étude à l'autre, et donc on ne peut pas délivrer de message ferme sur ce point-là à la lumière des essais randomisés. Moi, je voulais te poser une question, Nicolas. Moi, je suis très intrigué par les différences en termes de décès cardiovasculaires, décès cardiaques, 3 fois moins de décès cardiaques. À ma connaissance, c'est le seul stent qui démontre une réduction de mortalité par rapport à un autre stent. Est-ce que tu crois que c'est un vrai signal qui mérite qu'on fasse une grande étude de mortalité avec un ami malade? Ou est-ce que tu crois que c'est juste le hasard qui fait qu'on a cette différence significative en termes de mortalité, 0,5%, 1,6%? C'est quand même notable. Alors, c'est vraiment une bonne question, une question difficile, et je vous encourage à lire l'éditorial de Davide Capodanno dans le JAC, qui a été publié pour illustrer un petit peu ce travail, et qui commente ça. Et il rappelle 2 points. Il rappelle le premier point, il dit je me rappelle que les stents actifs, comparés aux stents nus, n'ont d'intérêt que dans la réduction de la revascularisation. Ils n'ont pas d'impact sur la mortalité des infarctus. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Le deuxième élément, c'est que ces stents actifs, aussi performants soient-ils, on les utilise tous par les mains nues dans 100% de nos procédures, ou presque. Eh bien, on sait qu'ils ont des limites. Ils ont des limites chez les diabétiques, chez les patients qui ont des lésions très longues, ou dans les contextes pro-thrombotiques et syndrome coronarien. Et le signal qu'on a là, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, l'avenir du stent ne passe pas forcément par un coating organique ou en tout cas biologique avec un polymère et des substances antiprolifératives. Est-ce que ça mérite d'aller plus loin? J'ai envie de dire que oui, certainement, mais qu'on a déjà des données qui nous permettent d'avoir des informations qui peuvent influencer notre pratique clinique au quotidien. Un commentaire, Marine? Je n'ai pas spécialement de question, mais c'est vrai que le stent Optimax, on le connaît bien, comme vous dites, ça fait des années qu'on l'utilise. Je remercie Nicolas de nous avoir montré qu'on a enfin une publication sur ce stent, de fortes preuves, randomisées. C'est la publication qu'on attendait tous pour finir d'asseoir la légitimité de ce stent dans le syndrome coronarien aigu et finir de faire taire les sceptiques. Je pense qu'on peut peut-être demander à Bernard s'il y a un commentaire, parce que Bernard, il a fait partie de l'aventure de ce stent et des publications qui en ont été issues. Bernard, est-ce que tu as un commentaire à nous faire? Pas vraiment de... Le terme aventure est tout à fait bien choisi. C'était une aventure, mais on est très très content d'être arrivé au bout de cette aventure. C'était très difficile parce que, comme tu peux l'imaginer, un stent non couvert, non actif au sens classique du terme, a eu pas mal de vents contraires de tout l'horizon. Mais je crois que les données de cette étude, et on a eu l'occasion de les réanalyser encore tout récemment, sont indubitables. Donc il y a un signal très fort en faveur d'une réduction de la mortalité. Évidemment, l'étude n'était pas de taille à pouvoir démontrer ça de manière certaine. Ce n'était pas l'endpoint primaire, évidemment, c'est un endpoint composite, comme
Et à la question de savoir est-ce que ça vaut la peine de faire une étude avec 15 000 patients, évidemment que ça vaut la peine, mais bon, qui va se lancer dans une étude? Je crois que ça ne se fera jamais ce genre d'étude. Pour ce stent-là, comme pour tout autre stent, la réduction de mortalité est un endpoint qui est quasiment impossible à utiliser, en tout cas en termes de supériorité, mais je crois que ces résultats-là sont déjà quand même très très probants et j'espère qu'ils suffiront à